Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour voir plusieurs choses. Alors la première des choses, ça va être la présentation de la quatrième phase de qualification. Il y aura quelques petites spécificités qu'on va voir par rapport à cette organisation-là et surtout on va voir aussi la map qui va être jouée. Dans un deuxième temps, on verra aussi ce qui s'est passé lors de la troisième phase de qualification, donc celle qui vient de se terminer, avec le replay des matchs et tout, quoi. Allez, on va déjà voir le tableau dans un premier temps pour voir où on. Donc la troisième phase de qualification qui vient de se terminer. Ça s'est joué sur la map Fetoria. On a l'équipe Twister Sister qui s'est classée à la première place devant l'équipe 5. Donc ces deux équipes-là ont été qualifiées pour la finale de la troisième phase de qualification. Les deux autres équipes qui sont arrivées du coup troisième et quatrième passent directement en quatrième phase de qualification. Lors de la finale sur Tunnel Amazonien, on a eu donc Twister Sister qui a gagné la partie, qui du coup se qualifie directement pour le winner bracket. Donc on a déjà trois équipes qui sont qualifiées et la quatrième équipe sera celle qui va gagner lors de la quatrième phase de qualification. Cette quatrième phase de qualification, on va la jouer donc sur la map ressources. Cette map-là, chaque équipe, on le verra après un peu plus en détail, mais chaque équipe va contrôler une ressource. Donc avant le démarrage de la partie, donc entre maintenant et puis mercredi prochain, je verrai avec les trois équipes pour que chacune choisisse une ressource, sachant que ça va se faire dans l'ordre du classement de la dernière phase. Donc c'est d'abord l'équipe 5 qui va choisir la ressource qu'il souhaite, entre l'or, la pierre, le bois et la nourriture. Une fois qu'il aura choisi, donc mettons par exemple il choisit l'or, ben, l'équipe ananas aura le choix du coup entre la pierre, le bois et la nourriture. Ensuite Strawberry Face qui choisira donc entre les deux dernières ressources pour l'emplacement de démarrage. Donc tout ça je verrai avec vous. Ça fait partie des petites spécificités, donc c'est pour ça qu'on va voir la map juste après. Ensuite, la deuxième chose, c'est que le gagnant de cette partie-là, sur ressources, passe directement en winner bracket. Les deux autres équipes, donc mettons par exemple c'est l'équipe 5 qui gagne, les deux autres équipes vont s'affronter dans un duel en 2v2 classique pour déterminer l'équipe qui finira à la cinquième place du tournoi et évidemment l'équipe qui finira à la sixième place du tournoi. Donc ça permettra d'avoir un dernier match pour les perdants, pour pas se quitter là-dessus, pour laisser au moins une chance à une des deux équipes de gagner un match. Donc on verra ça à ce moment-là. Donc la quatrième phase de qualification, elle se jouera sur la map ressources. Alors ça pique un peu les yeux là sur Capture Age, mais je vais vous montrer plus en détail. Donc c'est une map qui est répartie en quatre quarts. Et donc chaque quart, vous allez avoir uniquement un seul type de ressources. Donc là par exemple au nord, vous allez avoir que de l'or enfin, voilà, au niveau de la base de démarrage. Et vous avez quelques spots secondaires d'or qui sont répartis sur les côtés. Donc un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Donc ça c'est pour le nord. À droite vous allez avoir la pierre, avec pareil un gros bloc de pierre au milieu et des spots secondaires sur les côtés. Ensuite en bas vous avez le bois, toujours le même principe, hein. Et ici vous avez de la nourriture, donc c'est des arbres fruitiers, ça se voit pas très très bien là avec Capture Age, c'est un peu dégueu, mais c'est des arbres fruitiers, donc une ressource de nourriture ici, avec évidemment les spots secondaires sur les côtés. Le seul moyen de passer d'un endroit à un autre, c'est de passer par le centre. À noter que chaque joueur a la vision sur les flambeaux qui contrôle. C'est-à-dire que, je pense qu'on peut le voir comme ça, voilà, par exemple, le joueur 1 partage sa vision avec le joueur 2, qui sont dans la même équipe, et ils ont la vision sur ce qui se passe ici. Donc n'importe quelle unité qui va passer ici d'un adversaire sera éventuellement vue s'ils sont attentifs sur la map. Voilà, donc au démarrage, vous allez démarrer donc avec votre forum classique. Vous avez 8 villageois pour commencer, 2 scouts, 3 maisons pour avoir juste de quoi avoir la possibilité de fabriquer quelques péons au départ pour avoir 15 de population. Enfin, ça démarre même avec 20 de population. Enfin, ça permet de démarrer un petit peu. Vous avez quelques palissades, enfin quelques murailles qui protègent à ce moment-là un marché. Marché qui peut être relié au marché de votre coéquipier. La partie démarre âge féodal.
Et le but, ça va être justement d'envoyer ces péons récupérer les ressources qui sont à disposition et éventuellement d'échanger ces ressources-là dans le marché. Donc ça permettra de récupérer les ressources que vous n'avez pas. Là, je vais lancer enfin, la partie qu'on avait jouée, c'était il y a quelques temps, donc je crois pas avoir fait de modification sur la map depuis. On va voir, mais c'est juste pour voir un petit peu comment ça se déroule. Donc on va mettre juste un petit peu en accéléré pour voir ce que ça donne. Donc là voilà, on envoie des péons travailler sur les différentes ressources. Une des stratégies, ça va être effectivement d'envoyer déjà ces... On va mettre un peu moins vite parce que c'est un peu abusé. Voilà. D'envoyer quelques péons récupérer les ressources sur les parties adverses. Donc là par exemple on voit qu'il y a deux péons qui viennent d'ici qui vont certainement passer au milieu. Quelques petites failles de scouts au centre. On commence avec deux scouts, donc ça permet quand même de se protéger ou d'attaquer éventuellement des péons. Ça permet de scouter un petit peu la map aussi. Donc voilà, c'est quand même la map est assez grande, donc deux scouts c'est quand même pas du luxe d'avoir ça. Et on voit là il y a déjà un péon qui est mort. Le deuxième aura survécu, mais ça peut être un petit peu dangereux quand même d'envoyer ces villageois comme ça forward. Là, moi, j'avais envoyé aussi trois péons, certainement pour aller chercher du bois. Le but étant de récupérer, enfin, cette stratégie-là, le but c'est de récupérer un petit peu des ressources qu'on n'a pas au départ, histoire de se développer plus facilement. On voit que ceux qui sont sur le bois, ils ont un avantage d'avoir immédiatement du bois pour pouvoir construire des fermes et récupérer ainsi de la nourriture. Ça permet aussi de construire facilement des bâtiments et tout. Ceux qui sont à l'or, l'avantage c'est qu'ils vont avoir de l'or en permanence, donc ça va leur permettre de vendre, enfin d'acheter n'importe quelle ressource assez facilement dans le marché. Et après ceux qui sont à la pierre, donc là c'est des IA, donc ça va pas être très intéressant de les regarder jouer. Ceux qui sont à la pierre, la particularité c'est qu'ils commencent avec 100 de bois en stock au départ, donc ça leur permet assez facilement d'envoyer des péons tout de suite vers éventuellement le bois ou vers l'or ou vers la nourriture pour tout de suite construire un camp de mineurs, un camp de bûcherons ou un moulin, histoire de récupérer des ressources chez les adversaires. Là on voit que là on voit que mes péons ils sont arrivés ici. J'ai construit certainement un camp de bûcherons là, un camp de bûcherons pour aller récupérer du bois. Donc ça va me permettre de récupérer de récupérer du bois et de la nourriture. Donc ça va me permettre de passer plus rapidement à des châteaux en construisant des fermes ou en vendant du bois ou de la nourriture. Mais voilà, ça permet d'avoir au moins une deuxième ressource à disposition. Parce qu'avec juste de la nourriture, on va finalement pas très très loin. Ça permet aussi de construire facilement des habitations, le fait d'avoir du bois. Donc c'est une ressource qui va être très importante tout au long de la partie. Éventuellement, on aurait pu aussi aller chercher de l'or. Avec cet or-là, on aurait pu se payer les ressources nécessaires pour passer à des châteaux, pour, voilà, pour acheter n'importe quel type de ressources. C'est une partie qui jouera en combat à mort, donc pour gagner, il faut éliminer les adversaires. Il n'y a pas de règle particulière, le but c'est juste euh, d'éliminer l'adversaire jusqu'au bout. Et voilà, donc là on voit que ça mure avec des murs de... ça fait des murs de pierre. Voilà, et déjà du commerce qui a été lancé ici, hein. Donc pour, ça peut être une idée pour récupérer de l'or plus rapidement. Donc là, eux, ils ont accès à de l'or, donc c'est pas forcément la chose la plus rentable parce qu'ils vont avoir un accès à l'or illimité jusqu'à la fin de la partie. Mais effectivement, sur d'autres ressources, une petite génération d'or avec du commerce, c'est toujours bon à prendre. Bon, justement, c'est pour voir s'il y a des choses spécifiques. Là, on voit que j'avais posé une écurie ici pour faire quelques scouts. Donc les scouts, ça coûte que de la nourriture, comme j'ai un accès illimité à de la nourriture et en plus que je joue franc, donc mes scouts ils sont assez forts. Le but étant de rush assez rapidement avec ces scouts pour éventuellement rentrer dans la base adverse et tabasser quelques péons et prendre un avantage. Donc là on voit qu'ils m'ont totalement spoté.
Je vais courir derrière à l'infini. Et du coup, ça sort des lanciers parce que ça a dû voir que j'avais des cavaliers. Mauvais timing. L'avantage des cavaliers, c'est que ça court quand même beaucoup plus vite que les lanciers, donc on a un petit peu de quoi jouer, quoi. Par contre, là, il a un vrai avantage, donc il peut facilement venir m'embêter là sur ma base. Là, il a sorti quelques archers, donc ça va pouvoir sniper un peu les lanciers. Voilà, pour voir après là qu'est-ce que ça fait. Ça a construit quelques bâtiments, donc ça a certainement acheté pas mal de bois là pour pouvoir construire tous ces bâtiments avec l'or. Et, euh, et on voit qu'avec le bois, elle a payé aussi des fermes hein, tout de suite. Ouais, voilà, pour vous montrer grosso modo comment se peut se dérouler un début de partie. Après, il faut faire un petit peu avec ce que vous avez, c'est-à-dire que des, ceux qui ont la nourriture, ben, ils peuvent facilement sortir des scouts très très rapidement, parce que ça coûte que de la nourriture, donc ça va être assez simple. Ceux qui ont accès au bois, ils vont avoir accès au bois et à de la nourriture euh, très très rapidement. Donc ils peuvent très facilement sortir tout ce qui va être lancier, tirailleur, qui vont coûter ce type de ressources. Donc le bois, ça peut être très très fort parce que vous avez assez facilement accès à deux types de ressources. Mais ça demandera, ouais, ça demandera peut-être c'est peut-être ouais, ce qui est le plus facile à jouer avec l'or. L'or, ça demande vraiment de vendre régulièrement ses ressources pour en générer d'autres. Le bois, vous n'avez pas forcément besoin de jouer avec le marché. Vous pouvez récolter du bois, faire des fermes et immédiatement sortir déjà construire vos bâtiments et immédiatement sortir justement des unités pour des tirailleurs ou des lanciers qui sont des unités de contre pour se défendre, mais qui peuvent devenir très intéressantes, sachant que personne n'aura forcément d'armée en face. Donc ça permet de sortir, ça permet de protéger quelques péons si vous voulez aller chercher d'autres ressources. Là on voit par exemple que Kenan était allé chercher tout de suite de la pierre. La pierre ça peut permettre de construire des murs, ça peut permettre de construire des châteaux. Voilà, on peut faire quand même pas mal de choses avec la pierre, même si c'est pas une ressource vitale. Ça permet quand même éventuellement de faire des murs de pierre pour se protéger. On a pas mal de possibilités aussi avec la pierre. Et évidemment, l'or, si on va chercher de l'or, ça permet d'avoir accès un petit peu à tout. On voit que là, elle avait construit un bateau de transport. Et ça peut être intéressant pour justement éviter de passer par le milieu et de se faire spotter par les adversaires. Vous pouvez faire un bateau de transport pour traverser en sneaky et puis aller chercher les ressources qui sont juste à côté. Donc ça c'est aussi des possibilités, vous pouvez y penser, ça coûte un petit peu de bois. On voit qu'il y a des grosses fights qui s'engagent là. Donc là sur cette partie, le début de partie c'était énormément joué ici, hein. Les filles elles étaient un peu en mode tortue, elles développaient leur économie, elles avaient construit un petit peu d'armée, voilà, elles étaient pas trop sorties. Forcément à droite on a des IA donc il s'est pas passé grand chose et, du coup ça jouait ici. Je crois que cette partie, moi je m'étais déconnecté, enfin j'avais bugué à ce moment-là. C'est certainement pour ça que ça s'est arrêté là. Il me semble que j'avais bugué sur cette partie, après j'avais juste spectate le reste de la partie. Il me semble que j'avais craché, c'est pour ça qu'on voit pas plus. Voilà, donc dans l'idée, il faudra que chaque équipe choisisse une ressource. Donc l'équipe qui me dit par exemple je démarre au bois, ben, aura les joueurs numéro 5 et 6. L'équipe qui démarre alors sera joueur 1 et 2, voilà, ainsi de suite. Donc dans l'ordre du classement, je vous recontacterai pour vous dire exactement qui choisit en premier et
L'idée c'est qu'on essaye de le faire un petit peu en avance pour que chacun puisse réfléchir un petit peu à ses strats. Lors du, lors du tournoi du Winner Bracket, on fera un choix vraiment au dernier moment pour apporter un petit peu plus de suspense et un petit peu plus d'intérêt à la partie. Donc il faudra réfléchir un petit peu à ses strats et puis préparer un petit peu toutes les possibilités en fonction des cas. Là, vous saurez un petit peu en avance, ça vous permettra de vous mettre un petit peu dans l'ambiance, de savoir quel type de ressources vous allez jouer, quelle civilisation vous allez choisir en fonction de ça, et donc vous pourrez vous préparer. À noter que je suis pas forcément sûr que ce soit nécessaire de prendre, par exemple, les francs, ils ont un bonus de récolte sur les baies, c'est pour ça que j'avais pris franc. Sachant que vous avez un accès illimité à la nourriture, est-ce que c'est forcément intéressant de prendre une civilisation qui a un bonus de ressources, un bonus de récolte sur ce type de ressources? Je sais pas. Peut-être que, sachant que je suis allé chercher du bois, peut-être qu'une civilisation qui a un bonus de récolte sur cette ressource-là, sachant que cette ressource je l'aurai peut-être pas en illimité toute la partie, ça me permettra de l'en récupérer le plus rapidement possible avec peu de villageois. Ça peut aussi être une stratégie, donc ça réfléchissez-y en fonction de ce que vous voulez maxer. Est-ce que vous voulez jouer vraiment principalement sur votre ressource de départ, ou est-ce que le but c'est peut-être de récupérer le plus rapidement possible des ressources secondaires. Ça ce sera à vous de tester. On n'a pas fait assez de parties pour voir si c'était plus intéressant une strat ou une autre. Ça on verra le jour même, quoi. Voilà. Ensuite, maintenant on va aller voir ce qui s'est passé au niveau des replays lors de la troisième phase de qualification. Donc je vais leur relancer une partie, on va voir la suite. Voilà, on va lancer cette partie-là. Donc ça c'est la partie, c'est la troisième phase de qualification, donc c'était sur la map ressources, non, la map Fetoria. Donc on retrouve en haut l'équipe de Strawberry Face en équipe 1, donc qui avait perdu la mini-finale de la partie d'avant. Twister Sister, l'équipe 2, donc sur la partie droite. En bas, on a l'équipe Ananas, et à gauche, on a l'équipe 5. Donc le start sur cette partie, c'est de construire un port pour aller récupérer les Fetoria. Donc on a le choix de, par exemple pour ce joueur-là, on a le choix de récupérer soit cette Fetoria-là, enfin de tenter de récupérer cette Fetoria, soit de tenter celle du milieu. Donc là sur cette partie, chaque joueur, en fait, il n'y a pas eu vraiment de course parce que le seul qui allait chercher au milieu, c'était Julien, donc il a été seul pour récupérer celle-là. Ici, il y avait éventuellement deux joueurs qui voulaient tenter celle-là, mais en fait, Clibaume, il a mis beaucoup trop de temps à construire son port, ce qui fait que du coup, Conquest Spectre l'avait déjà récupéré. Ici, on a l'équipe 1 qui a simplement totalement ignoré la prise de ses Fetoria au début. Donc, du coup, cette Fetoria n'a pas été contestée non plus. Et là, c'est pareil, donc comme ils sont allés chercher au milieu et à gauche, bah, celle-là, l'une n'a pas été embêtée non plus pour aller la récupérer. Et là, il me semble que c'est Laurent qui a récupéré celle-là, bah, comme l'équipe 1 a mis beaucoup trop de temps à aller la récupérer, bah, du coup, il n'y a pas eu vraiment de course qui s'est jouée à une case près ou quoi que ce soit. Donc là, on a déjà un bateau de transport qui est sorti à droite. C'était la strat malien viking pour avoir justement les ports qui coûtent moins cher. Ça permet aux Maliens de construire un port beaucoup plus tôt. Et du coup, qui dit port plus tôt dit aussi, qui dit bois économisé pour construire le port dit navire de transport plus rapide que les autres. Donc ça permet de sortir un navire de transport et de récupérer la Fetoria. Donc là, à ce moment-là de la partie, les 5 Fetoria sont récupérés. Donc une Fetoria supplémentaire pour cette équipe-là. L'équipe Ananas, ils ont 2 Fetoria supplémentaires ici. Twister Sister ont 2 Fetoria supplémentaires ici, et l'équipe 1 du coup n'en a aucune, donc ils ont un retard économique. Je pense qu'on le voit assez rapidement, l'évolution des ressources entre une équipe qui a 4, donc il y en a du coup, enfin un joueur qui a 3 Fetoria et un joueur qui en a que 2. On voit la différence de rapidité d'income c'est assez affolant, hein, donc, en plus là ils décident de dépenser leur bois dans des fermes.
Donc, à mon avis, il s'était pas du tout entraîné, enfin, à mon avis, il s'était pas du tout entraîné, quoi qu'il arrive sur cette partie. On va juste accélérer un petit peu pour pas passer 2 heures à regarder cette partie. Sachant que du coup, le début, c'est vraiment l'équipe des filles qui s'est développée le plus rapidement, qui a pris rapidement les Fétoria, qui a tout de suite sorti des bâtiments militaires. Je sais pas si on voit sur cette vue, s'il clique HD château, on verra, mais ouais, voilà, par exemple, l'âge des châteaux est cliqué, donc visiblement on le voit pas ici. L'âge des châteaux est déjà cliqué ici, là aussi. Qu'est-ce que ça donne sur cette équipe-là qui a aussi les ressources? On voit qu'il Ouais, voilà, ça sort quand même des bâtiments militaires, ça a travaillé un petit peu cette map. Donc, ils ont quand même été assez rapides. Eux, je pense qu'ils se sont dit, on a récupéré qu'une seule Fétoria, on va se faire attaquer, on fait des murs, comme ça on est tranquille. Et d'ailleurs, ça a été payant parce qu'ils n'ont pas été trop embêtés jusqu'à la fin de la partie. Voilà, donc là, on a l'équipe des filles qui vient de passer à l'âge des châteaux, enfin qui va passer dans quelques secondes. Et on a les upgrades qui sont cliqués, élevage qui est cliqué, des chevaliers qui sont déjà engagés. Donc voilà, une strat assez agressive pour une fois au niveau des filles, avec beaucoup d'armées qui est créée assez rapidement. Et ça paye grâce à la récupération de cette Fétoria. On voit que là, Julien, il a tout de suite construit de l'armée à cet endroit-là. Et apparemment, on a décidé d'en découdre sur cette Fétoria pour la péter. On a une tour qui a été posée avec un villageois dedans. On est en train de cliquer les ups, il y a des chevaliers qui vont sortir. L'avantage des Maliens, c'est qu'ils ont une technologie à l'âge impérial qui leur donne plus 5 d'attaque sur la cavalerie. Donc ça donne des cavaliers vraiment très très forts, quoi. Ici, on a quand même pu construire quelques bâtiments militaires. On a pu passer à des châteaux. Voilà, là, il y a un atelier de siège qui est construit, donc visiblement là, il était parti pour vraiment rush vers le haut, visiblement, pour détruire ces Fétoria. Un château qui est construit à droite, donc il va avoir la portée certainement sur cette Fétoria-là. Et avec tout de suite un peu d'armée pour protéger, hein. Ça c'est bien d'avoir ramené quelques armées, enfin quelques chevaliers pour protéger les villageois. Là on est en stand-by de ce côté-là, visiblement ça. C'est pas parti du tout, hein, dans ce sens-là. Et là c'était dommage parce que, à mon avis, la sortie de ce monastère-là, il aurait dû être combiné avec la création d'un moine, cliquer rédemption et aller récupérer ces 2 Fétoria. Parce que du coup, Julien aurait eu 2 Fétoria supplémentaires, soit un total de 5. Et il aurait eu vraiment une économie de dingue. Et là, en fait, il a pris la décision de détruire cette Fétoria. Et justement, après de détruire la deuxième Fétoria. J'ai trouvé ça un peu dommage parce que là, on a très peu d'armes, enfin, il y a très peu d'armées en face. On aurait pu vraiment convertir même potentiellement celle-là, hein. Ça aurait pu être On aurait pu avoir 6 Fétoria, ça aurait été n'importe quoi. On voit que Laurent, il a fait des bateaux, des, des bateaux pour défendre sa Fétoria. Là, on n'a pas du tout cliqué de moine et c'est dommage parce que du coup, on pète 2 Fétoria. Alors, ok, on affaiblit complètement les adversaires, mais on aurait pu les affaiblir de la même façon en leur convertissant leur Fétoria. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu dommage et je pense que c'est peut-être le, le move qui les fait perdre à la fin. Donc là, forcément, les samouraïs sont dégommés par la cavalerie. Une unité d'infanterie qui a des bonus d'attaque contre les unités uniques, mais du coup, là contre des chevaliers, c'est vraiment pas opti. On a le deuxième château qui a été annulé du coup. On a beaucoup d'écuries qui ont été posées, donc le but ça va être de créer de l'armée ici. On a un moine qui est sorti qui va certainement chercher à convertir cette Fétoria. Là, on est en train de réparer la Fétoria coûte que coûte. Âge impérial. Après, elle a mis énormément de temps à cliquer Farimba pour avoir le plus 5 d'attaque sur sa cavalerie. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Elle le clique vraiment qu'en fin de partie, mais ça leur aura pas porté préjudice. Là, on voit que ce moine, il va aller chercher ce monastère. Elle a déjà cliqué pour le convertir.
Pendant ce temps-là, c'est un peu en stand-by à gauche, hein, ça masse de l'armée sous un château. Là, on a le moine qui va chercher cette Fétoria. Et en face, on réagit tout de suite, hein. Il y a de l'armée qui vient, on ne veut pas laisser cette Fétoria se faire convertir. Elle sera quand même convertie. Mais par contre, les samouraïs qui sont unités en infanterie, donc il y a un bonus d'attaque contre le bâtiment qui font énormément de dégâts et qui couchent le bâtiment en quelques secondes. On a les chevaliers de The Wood qui ont fait un petit peu de diversion là. Et là, les archers qui viennent faire du bien, hein, contre l'infanterie. Ça aurait pu faire beaucoup plus mal cette attaque qui aurait pu coucher éventuellement la deuxième Fétoria. Heureusement qu'il y a les archers qui arrivent. Et là, les chevaliers qui engagent les archers. Là, les samouraïs qui cherchent à coucher la Fétoria, on voit que ça descend quand même très très vite, mais heureusement ils, ont, euh, ils ont défoncé les chevaliers très rapidement. Donc là après tout ça, ça tombe très vite et on a réussi à sauver la Fétoria pour Shokyumi. On a les péons qui vont aller la réparer tranquillement, on va détruire ce bâtiment. Et après il y a un push qui s'organise autour de l'équipe 1, hein, avec avec l'armée Ananas qui arrive, mais qui va du coup se rendre compte qu'il y a un château devant eux. Donc là, avec des mangonos, des moines, des chevaliers, on ne peut pas arriver à bout d'un château. Et on a l'armée Twister Sister qui arrive à droite, qui elle du coup n'a rien en face, donc ça va dérouler. Elle décide de passer à travers le village pour avoir un accès direct à la Fétoria derrière. Et donc là, après, une armée de chevaliers comme ça, on a 16 chevaliers. Voilà, ça couche pas un bâtiment aussi rapidement que l'infanterie, mais ça fait quand même pas mal de dégâts. Sachant que celle-ci, elle a 6000 points de vie, donc en fait, ça tape aussi rapidement. Celle-ci, elle en a que 2700. Et donc là, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, on décide de back, alors que visiblement, il se passe rien. Il n'y avait aucune raison en fait de pas aller finir l'équipe 1, de pas aller taper ce bâtiment directement, quoi. On était là, on n'avait pas d'armée en face, il se passe rien, on aurait pu finir ce bâtiment tout de suite. C'est un peu dommage de ne pas l'avoir terminé. Là j'imagine qu'on va attendre, il me semble qu'on attend des trébuchets, je sais pas s'ils sont en production quelque part. Il n'y a pas de château. Par contre, ils ont lancé du commerce, donc ça c'est bien. À gauche, c'est la tortue. On fait un petit peu de commerce, on fait des châteaux, on fait de l'armée. On a pensé à Wall ici pour pas se faire prendre directement à travers le village. Ça pose des châteaux, ça va un peu temporiser là pendant un petit moment. Là, il y a eu un petit moment de flottement, hein, on sort des trébuchets, voilà, il s'est pas passé grand-chose. Par contre, là, ouais, j'avais loupé ce timing. Elle avait construit un château qui a progressivement détruit la Fétoria de Conco Inspecteur. Donc, un petit peu moins d'économie pour Conco Inspecteur. Et surtout, ça prépare tout de suite des écuries là pour se protéger, pour faire une sorte de petit mur et surtout pour préparer de l'armée éventuellement pour rush euh, l'équipe qui est là. Là, je crois qu'on a spoté justement tout ce qui s'est passé ici. On va refaire un raid à l'intérieur. Et du coup, c'est assez marrant parce que du coup, les trébuchets qui tapent ce château, donc tout le monde a la vision. Ce trébuchet qui tape le château ici, et les chevaliers qui vont certainement. Non, ils sont en stand-by. Là, c'est ce trébuchet qui se fait sniper, donc les chevaliers qui vont revenir défendre. Et l'une, comme d'habitude, qui fait des archers de cavalerie, hein, ça c'est sa spécialité, hein. Même quand elle joue britannique, elle joue archer de cavalerie. Là, du coup, on décide de péter des maisons. Alors, sur le moment, je me suis demandé s'il se disait pas, attends, Scipio, il a pas été embêté, il doit certainement être en train de faire de l'armée derrière, on va se prendre un truc, si jamais on rentre, on va se prendre un comeback de dingue. Donc, à mon avis, ils se sont un peu posé des questions, mais finalement, ils décident quand même d'y aller. Surtout que Scipio était clairement absent, hein. Je sais pas, je pense que il devait être en train de faire autre chose parce que
il a pas du tout défendu, il avait pas d'armée, il défendait même plus ses villageois. Donc là, c'était un raid tout droit. Il n'y a même pas besoin de passer par cette case-là, on aurait pu directement attaquer la Fetoria et terminer ce joueur. Ça tarde un peu et finalement on va aller taper sur la Fetoria. Donc là, on a quand même une grosse armée. Là, on a l'une qui décide de coucher ce château pendant que ça attaque là-haut. Donc, les trois chameaux qui vont quand même arriver à bout, je crois. Il va peut-être en rester un, il me semble qu'il en reste un. Ouais, voilà, il y a un trébuchet qui reste. Le château qui tombe, trois trébuchets, ça tape quand même assez vite. Et du coup, les trébuchets qui décident de revenir en arrière, il y a l'armée qui descend. C'est bien, on pense à réparer les trébuchets, hein, c'est très bien ça. Il y a quand même une grosse armée qui arrive. Les mangonos qui vont se faire sniper, qui n'ont malheureusement pas pu faire grand chose face à ce pack d'armée là. Un ou deux shoots de mangonos dans les archers, je pense que ça aurait fait la différence. On a un avantage assez important pour l'équipe des filles. Je pense que les archers font quand même la différence à ce niveau-là. Par rapport, on a de l'infanterie, ouais. Les archers ont quand même fait nettement la différence. Les moines qui vont essayer qui vont choper une ou deux conversions, il me semble. Et les chameaux qui vont commencer à faire la différence aussi hein, face aux cavaliers. On n'a toujours pas cliqué Faringba. Hein. C'est un petit peu dommage alors que là, sur les chameaux 6 plus 7, ouais, on l'a certainement déjà cliqué côté Julien. Et là, c'est pareil, c'est dommage. Je pense qu'un gros pack de chameaux, je pense que c'est ce qui est produit, ouais. On a, je sais pas si on a chameau lourd pour les Maliens, mais si, certainement. Que, que chameau lourd, il y a peut-être les upgrades, il avait dû les cliquer, je pense. Et surtout, je crois que contre inspecteur, il a plus d'armée, quoi. Il sort des piquiers, mais je crois qu'il avait tout perdu à ce moment-là. Il est en train d'en reprod complètement. Là, ils ont compris qu'en face, il y avait de la cavalerie et que c'était ça qu'il fallait focus, donc on sort des piquiers. Et donc là, on est prêt. Hein. On est prêt, on a une grosse armée ici, prêt à en découdre. On a un trébuchet. Et là, les chameaux qui sont hors de position qui vont tuer toute cette armée. Ce château qui va tomber. Et pendant ce temps, on raid dans l'économie. Et ces chameaux qui sont là-bas, ces piquets qui attaquent aussi, ça fait qu'il n'y a plus d'armée du tout en fait ici. Hein. Et du coup, ça va leur coûter la partie. Il n'y a plus rien pour défendre. Et du coup, on a 18 chevaliers 18 cavaliers qui vont coucher cette Fétoria à la vitesse de la lumière. Et en fait, l'armée qui revient seulement à ce moment-là, on a les chameaux qui sont là, qui vont sniper ce trébuchet. Et les chevaliers qui auraient juste à faire un petit pas de côté pour casser ce bâtiment. Et là, on a cliqué Farimba, donc là, on a 12 plus 7, donc là, ça devient très très fort. Et finalement, on tape ce bâtiment. Du coup, là, la Fétoria qui tombe ultra vite, ça laisse pas le temps aux chameaux de revenir, sachant qu'en plus, ils sont avec deux tirailleurs, donc ils sont extrêmement lents. Et du coup, là, l'équipe 5 qui est éliminée. Non, l'équipe Ananas qui est éliminée. Et du coup, on a un duel entre Twister Sister qui aura du coup pas été embêté, enfin, pas embêté du moins dans son économie et tout, qui va pouvoir relocaliser sur, euh, sur l'équipe 5, qui elle du coup n'a pas été embêtée du tout de toute la partie. Donc eux ils ont quand même une armée assez conséquente, ils sont en train de construire des châteaux, ils sont derrière leurs murs. Et là on va se rendre compte qu'effectivement il y a des murs, on peut pas rentrer tout droit. On va chercher une porte de sortie, mais enfin une porte d'entrée plutôt. Et donc là ces deux équipes à ce moment-là de la partie sont déjà qualifiées pour la mini-finale de cette phase-là. Mais pour le beau jeu, on va jusqu'au bout quand même.
sais pas trop pourquoi elle a complètement back comme ça. On décide de construire des châteaux à cet endroit-là, on sait pas trop pourquoi. Ah non, ça c'est le château de Julien qui a du coup été annulé. Enfin, non, qui ne verra pas le jour puisqu'il a été éliminé. Du coup, là, elle a décidé de poser un château. On a de l'armée ici. Armée de lune qui du coup va venir s'empaler joyeusement sur les châteaux de Julien. Alors que bon, théoriquement, il n'y a plus rien à chercher là-haut, hein. L'équipe là est éliminée. Il y a plus que ces joueurs-là. En plus, on a vu qu'ils étaient derrière des murs, donc on peut facilement se douter qu'ils n'étaient pas sortis forcément de là. On va venir s'empaler sur les bateaux. Je pense qu'il y a pas mal de dégâts, les arbres. Là, on est surtout hors de position, hein. Il n'y a que des archers, il n'y a rien pour défendre. Donc là, toute cette armée, elle arrive et c'est un carnage, hein. C'est un véritable carnage. On voit, en plus, il y a des gynètes qui contrent parfaitement les archers, donc c'est c'est un carnage. Donc l'armée qui rentre à la maison. Et là, le but c'était de masser de l'armée pour aller défoncer cette équipe. On a largement l'avantage au niveau économie. On aurait même pu se payer le luxe de construire un bateau pour aller chercher enfin, cette Fettoria qui n'est plus utilisée. Et éventuellement même celle-là. Bon, celle-là, il y a quand même. On n'aurait pas pu la récupérer, mais. D'ailleurs, je n'ai même pas vu en fait qu'il avait récupéré. C'est Laurent qui a récupéré celle-là. Alors que de base, c'était Concoin Spectre, je crois, qui était allé la chercher, ouais, celle-là. Donc certainement qu'il a envoyé un moine pour aller la récupérer. Si c'est quelqu'un qui a regardé ma vidéo, c'est bien. L'une qui pose encore des châteaux, hein, c'est la strat habituelle. Là, je crois que ce château il pop même jamais. Je crois que ce trébuchet il l'attaque. On voit les PV, hein. Enfin, le trébuchet ça fait tellement mal à un bâtiment en construction. C'est-à-dire que là elle est en train de le construire, elle perd des PV en même temps. Je sais même pas s'il pop. Il perd 300 PV à chaque fois. Ouais, donc il pop et il se prend deux coups et il est mort. Ok. On essaie de forcer l'entrée sur cette porte en construction. Donc à noter que les portes, on n'est pas obligé de détruire les murs pour construire une porte, tu peux la construire directement par-dessus le mur. Ça fonctionne, ça fait exactement la même chose, sauf que du coup ça t'évite d'ouvrir ton mur inutilement. On a les cavaliers bulgares qui sortent. Ceux-là ils vont pas faire long feu, ils rentrent rapidement dans la maison. Ils sont découpés, beaucoup trop d'armées en face. Notez qu'au lieu de s'acharner sur rentrer ici, on aurait pu très bien essayer de casser le bâtiment ici pour rentrer à travers là. On aurait pu éventuellement faire un navire de transport et rentrer aussi par ici. Ça aurait peut-être pu passer sans être scouté, mais non, je crois que le trébuchet a une trop grande vision ici. Donc ça aurait été certainement vu, mais effectivement en détruisant les murs de pierre ici, on aurait pu rentrer. Et puis directement aller focus les Fédoriens. Ça c'est la pause toilette, hein. On met nos armées derrière et puis on va aux toilettes vite fait. Ça arrive prendre des trébuchets. On voit que le commerce il fonctionne toujours là. C'est marrant. Il y a des tirailleurs qui sont faits. C'est censé contrer quoi ça, les tirailleurs? C'est censé. Ouais, il y a des archers de cavalerie.
Il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein. C'est 23, ok, d'accord. Et là, du coup, on engage le château avec les trébuchets. On a toute l'armée qui vient se positionner pour défendre. Et là, en fait, les unités, elles sont sorties toutes seules, hein, sachant qu'il était attaqué, elles sont sorties toutes seules. Donc, c'est dommage parce qu'on perd pas mal d'unités pour rien. Et là, on force le passage. Hein. On va forcer le passage, on rentre. On essaie de se frayer un chemin là pour les cavaliers. Et là, c'est dommage de ne pas avoir utilisé cette armée pour défendre. Et là, ils vont se faire chasser à l'infini, mais ils sont plus rapides. Et là, donc ça focus ce bâtiment. Cette armée qui finit par engager, mais au mauvais endroit, au lieu de venir défendre ici. Sachant que là, on a que des ginettes pour défendre. Donc c'est quand même pas très très fort contre l'armée. Et là, un move extraordinaire. Où justement, tous les ginettes sont en train de focus, tous les cavaliers. On voit le bâtiment qui descend, le nombre de cavaliers qui descend aussi. Cette armée qui vient défendre aussi. Là. On n'a plus que 4 cavaliers, 3 cavaliers. Et voilà, et ça se joue à un cavalier et demi près, hein, la victoire des filles. Voilà pour cette partie. On va aller voir du coup la finale entre Twister Sister et du coup l'équipe 5 sur Tunnel Amazonien. Alors je vais la lancer directement. C'est celle-là, voilà. Donc on se retrouve sur Tunnel Amazonien pour la mini-finale. L'équipe Twister Sister à gauche, l'équipe 5 à droite. Sur Tunnel Amazonien, donc on a de la forêt un peu partout. On a le centre de la map, donc c'est un tunnel qui permet de passer d'une base à une autre. Dans ce centre, on a des spots d'or, on a des reliques. Donc c'est une zone qu'il faut absolument contrôler à un moment donné dans la partie. Bien que dans notre base, on a quand même accès à des ressources qui sont quand même en grande quantité, quoi. D'ailleurs, je viens de remarquer que là, on a donc 2 spots d'or pour un joueur, 2 spots d'or. Et à droite, on a un troisième. 2, 3, 4. Ah non, c'est la même chose. C'est juste la répartition. C'est vrai que ce spot d'or, il est vraiment entre les deux. Donc j'ai l'impression qu'il y avait un spot d'or supplémentaire. Mais c'est pas le cas. On va accélérer un petit peu, hein, parce que la partie était quand même assez tranquille tout du long. On remarquera quand même que là, ça fait 2 minutes, c'est la première habitation qu'ils construisent. Donc ils ont pris un retard économique. On est déjà à 14 villageois, on a le double villageois déjà là, parce qu'on n'a justement pas produit. Là, on a les villageois qui étaient en queue, mais qui ne pouvaient pas être construits parce qu'on n'avait pas d'habitation. Et là, on ne produit pas du tout de villageois pour Kibom, donc on prend quand même un retard au démarrage économique qui est assez conséquent. Là, on vient scouter pour Shokyumi, on vient scouter la map adverse. Après, c'est un peu classique, hein, on a des ressources, enfin les ressources classiques sur ce mode de jeu, donc là, ça joue tout à fait normalement pour les mini-finales. On a cherché un sanglier, on va certainement construire un moulin. Et vous pourrez admirer quand même ce placement des maisons très très bien aligné. Un peu plus tard, hein, on est sur SimCity, là, on pose des bâtiments tout alignés. Là, les maisons qui sont parfaitement droites, on aura tout un bloc d'immeubles ici, hein, ce sera magnifique. Ici, on vient faire un quartier à côté du bois. Un moulin qui est posé. Un moulin qui est posé aussi ici. On notera quand même les deux. C'est quoi? C'est des lamas.
Ouais, les deux lamas qui ont été un petit peu oubliés là à droite. On cherche du bois, hein, c'était pas mal. Le seul problème, c'est que là, on s'était retrouvé pour Laurent en rate de nourriture. On n'a plus de nourriture sur le forum. On n'a pas cherché les sangliers, mais bon, ça, à la limite, c'est pas très grave. Mais du coup, on n'a pas cherché assez de nourriture sur les baies. On a éventuellement les cerfs qu'on aurait pu tuer à proximité, là. Ça aurait pu être pas mal. Et surtout, comme on est en rate de nourriture, on va pas pouvoir cliquer H féodal, sachant que les filles viennent déjà de passer H féodal. On peut pas cliquer H féodal. On envoie beaucoup de monde au bois alors qu'on est en rate de nourriture. On cherche déjà de l'or. Ça aurait été bien de maxer si déjà on ne recherche que de la nourriture sur les baies. Ça aurait été bien d'en envoyer 4-5, même plus sur les baies pour en récolter plus rapidement, voire de construire déjà des fermes voilà, pour avoir cette income en nourriture qui vient un peu plus vite. On va côté Clibom, c'est pareil, on galère aussi un peu avec la nourriture. Par contre, on a pas mal de monde au baies, donc ça va monter un petit peu plus vite. On a encore des lamas, parce qu'on les cherche qu'avec 2 villageois, donc on a encore des lamas. Et j'ai vérifié, on se posait la question s'il y avait une bonne répartition des ressources, que chacun avait 8 lamas, mais c'était effectivement le cas. On pensait qu'il y avait des lamas de Laurent qui avaient été pris par Valentin, mais c'était effectivement équitable. Donc je pense qu'il a eu des lamas plus longtemps parce qu'ils n'ont cherché qu'avec 2 villageois. Voilà. Du côté des filles, ça a sorti une caserne. On est déjà féodal, donc ça permet de proposer des bâtiments supplémentaires. Donc on a déjà un, un marché et des charrettes qui sont produites. Donc les charrettes, c'est pareil, à jeu féodal, c'est pas forcément le moment le plus opportun pour commencer à faire du commerce, mais pourquoi pas. Vaut mieux en faire trop tôt que pas en faire du tout. La forge qui est proposée, donc on va certainement viser l'âge des châteaux à un moment donné. À droite, qu'est-ce que ça donne? On va proposer une caserne aussi, il n'y a pas d'armée qui est proposée. On a eux qui vont bientôt plus avoir rien à faire. Ça va proposer certainement des fermes à ce moment-là. Voilà, ils ont cliqué, ils sont passés à féodal tous les deux. Et là, ce qui est bien, c'est qu'ils produisent tout de suite des villageois. Là, chez Valentin, on en oublie un petit peu. Mais au compte de villageois, on est à 48 contre 33. Donc, ça, c'est le retard économique du départ qui joue beaucoup. On avait déjà une dizaine de pions de retard. Là, on en a hop, 14. Il y a un petit peu d'idle partout, hein, mais ça, c'est normal. Mais par contre, par exemple, l'une, elle oublie complètement de reprod des villageois. Donc elle en a 21. Là, on voit que Laurent, il vient déjà de la dépasser, quoi, hein. Donc ça commence à s'équilibrer de nouveau. Là, on en reconstruit un petit peu des villageois côté Valentin. Et au niveau de l'armée, qu'est-ce que ça donne? Pour l'instant, il n'y a pas plus d'armée qui est proposée. On a double archerie, donc avec des archers qui viennent d'être lancés. Là, on n'a rien qui est proposé encore côté armée. On a une forge, on a une caserne. Il y a une tour qui est proposée ici pour contrôler un petit peu l'entrée. Double écurie, hein, qui vient d'être lancée en production, en construction. Là, on construit une écurie aussi. Ah, l'une qui a relancé des villageois, visiblement, hein. Ouais, voilà, elle a relancé des villageois, elle doit être bloquée par les maisons, je pense. Ouais, c'est ça. C'est bien. Ici, on produit de nouveau des villageois. Valentin, il oublie de produire des villageois. C'est un peu dommage parce que du coup, il a un retard économique quand même assez conséquent parce que du coup, 15 villageois qui travaillent, alors qu'en face, on a le double de villageois qui travaillent. C'est quand même 2 fois plus de ressources qui rentrent. Et Laurent qui a 23 villageois finalement qui est pas tellement en retard, qui est quand même un peu en retard, mais avec ce gros retard au démarrage, finalement, il est à peu près dans la course, hein, au niveau du nombre de villageois. Là, ça a produit des knights. On fait un monastère en plus, donc là, c'est certainement enfin, ça a été dans le but de récupérer les reliques. Double archerie avec juste les 4 archers au départ, on n'a rien produit de plus. Certainement concentré sur la gestion de son économie.
produit directement un moine et on a cliqué rédemption. Non, c'est sainteté. Sainteté, il me semble que ça permet aux moines de marcher un peu plus vite ou d'avoir un peu plus de points de vie, je sais plus. On a un scout qui est mort. Et surtout, on ne produit pas du tout d'armée en face, hein. On a une écurie qui produit rien côté Laurent et on n'a pas du tout de bâtiment militaire côté Valentin. Voilà, avec ce moine qui du coup va venir chercher certainement cette première relique, protégée par The Knight. Voilà, on a récupéré la relique. Alors, elle joue lituanien, donc lituanien, l'avantage des lituaniens c'est qu'ils ont un bonus qui leur permet d'avoir plus 1 d'attaque pour chaque relique qui rentre à la maison, jusqu'à un maximum de 4. Donc là, quand la relique va rentrer, on va voir, ça va être 10 plus 1 au niveau de l'attaque du chevalier. Voilà, 10 plus 1, donc ça c'est grâce à la relique qu'elle a dans son monastère. Et donc en récupérant une deuxième relique, ça fait 10 plus 2, 10 plus 3, 10 plus 4. Et après c'est bloqué à 10 plus 4, on peut pas aller plus loin avec les reliques, même si on a 8 reliques ou plus. Après on a les upgrades dans la forge qu'elle a du coup pas cliqué puisque elle a juste cliqué la défense mais pas l'attaque. Elle est en train de récupérer les reliques. En face, on propose un comme tir à l'arc, une forge, on fait les upgrades de la cavalerie. C'est d'ailleurs étonnant de sortir ce camp de tir à l'arc, sachant que on fait les upgrades de la cavalerie, on aurait préféré peut-être produire plutôt de la cavalerie à ce moment-là. On a produit une tour. Côté Valentin, il n'y a toujours pas d'armée qui est proposée, 18 villageois. On a un peu arrêté la reprod de villageois un peu partout, hein, 26, 18, 30, 33, je crois que on va être un peu sur les maxima ici. Il y a quelques villageois qui sont proposés côté Hélène. On a un petit peu de commerce qui est fait, mais c'est pas flamboyant. Par contre, on a 4 archeries, avec 16 archers au total. 23 d'armée contre 1, donc autant dire que là, la différence en armée, elle est assez dingue. Et un qui sera venu chercher la relique la plus éloignée, donc ça c'est une bonne stratégie. On aura, je sais pas si, ah si, elle a déjà produit son deuxième moine pour aller récupérer cette relique là. Ça c'est bien tant qu'elle a les timings pour récupérer les reliques, c'est bien d'avoir effectivement au moins un deuxième moine pour aller les récupérer rapidement, surtout que là c'est massé donc on peut protéger vraiment juste un endroit, éventuellement poster de l'armée ici pour protéger la récupération des reliques. Et là on a ce dernier moine qui va récupérer ce moine qui va récupérer la dernière relique. Un château qui est proposé, c'est un peu dommage de l'avoir proposé si proche. On aurait préféré peut-être le voir là sur cette colline. Ça aurait peut-être même eu la portée sur la relique. Bon, ça aurait pas sauvé la partie, mais on aurait peut-être pu voir la prise de cette dernière relique. Et donc là, on a des chevaliers qui sont en 10 plus 4 parce qu'on a déjà 4 reliques à la maison. Là, on va récupérer la 5e relique et déclencher le compteur du coup pour la victoire à la relique du coup. On a 0 armée en face, donc les 2 scouts sont morts. On n'a rien produit depuis. Je pense que le fait de ne pas s'être fait attaquer, ils se sont dit c'est bon, on est plutôt safe, on fait de l'économie, on fait du commerce, des choses comme ça. Alors que là, il y a une énorme masse, il y a 23 archers. En même temps, on produit sur 4 écuries. On fait évidemment des archers de cavalerie alors qu'on est britannique. Voilà. Et là, ça produit plus rien. On a quand même une dizaine de knights. 39 villageois, donc ça a un petit peu augmenté. On a refait quelques villageois côté Valentin. On a un archer de chamellerie d'ailleurs, qui est en production. Voilà. Qui n'aura pas bougé toute la partie, hein, on pourra le voir. On propose un château aussi côté Clibaume pour vraiment verrouiller l'entrée de la base. Par contre, je crois qu'ils ont mis un petit peu de temps à se rendre compte qu'il y avait le compteur pour la victoire à la relique. Ils ont fait 2 moines, mais qui du coup ne permettront pas de récupérer des reliques, puisqu'elles ont déjà toutes été prises. Des villageois qui vont chercher quoi? Qui vont chercher de l'or. Une armée quand même assez conséquente, hein.
On a toujours notre dizaine de knights, on a par contre 23 archers britanniques, donc qui ont les bonus de portée, et 8 archers de cavalerie, qui eux n'ont pas les bonus de portée. On a cliqué cavalier, et ça va certainement cliquer paladin après dans la foulée. Donc là on a des cavaliers en 12 plus 6, on a fait les upgrades dans la forge aussi. Ça c'est yeoman, donc ça donne plus de portée aux archers pas aux archers de cavalerie. Donc, les archers, ils ont en portée 5 plus 4 qui est assez indécent, alors que les archers de cavalerie ont seulement 4 plus 2. Il me semble qu'elle sortait des archers britanniques quoi, qui ont la même portée, c'est étonnant ça. Je pensais que les archers quand c'est un arc loin avaient plus de portée. Certainement, je sais pas. Donc là, on masse une petite armée, on a décidé certainement d'aller attaquer le monastère, on tombe sur un as. Le château qui fait des dégâts, les archers qui découpent, et l'armée qui est quand même assez forte. Hein. On avait des ginettes et des chameaux. C'était le contre parfait de cette armée-là, mais il manque les upgrades. On prend la fight en dessous d'un château qui est sur la colline. Voilà, il n'y a rien qui est allé. Hein. Sur cette partie, on focus certainement mal les unités. On a cliqué paladin, donc nos cavaliers vont devenir vraiment totalement ingérables. Âge impérial qui est cliqué. On a tout le monde qui va être passé âge impérial bientôt, pendant 2 minutes 40. Et là, les archers de cavalerie en face qui vont malheureusement pas pouvoir faire grand chose. Donc là, le décompte continue de défiler hein, pour les filles. Hein. On a du coup des paladins en 14 plus 6. Assez fort quand même. Hein. On a des chameaux en 6 plus 2. On voit la différence, même si les chameaux ont un bonus d'attaque contre la cavalerie. Je veux dire, c'est 120 points de vie contre 180. La différence est vraiment trop importante. Là, on se fait complètement découper. Il n'y a absolument rien à faire. Et du coup, il me semble qu'après, elles vont aller attaquer dans la base. On a 25 paladins full upgrade. C'est ingérable. Petit message de Laurent, merci d'être venu. Et là, ça focus directement le TC. Ça s'occupe même pas de l'armée. On voit, hein, ils font des dégâts, mais les chameaux, mais je veux dire, ça fait quand même pas beaucoup de dégâts. Hein. Je sais pas combien ils ont d'armure. Ouais, c'est quand même 2 plus 3, c'est pas mal, mais surtout que ça a 180 points de vie. Il faut je sais pas combien de chameaux pour les dégommer. Et surtout, les chameaux sont pas en chameaux lourds, hein, c'est des chameaux normaux. Donc là, c'était terminé. Hein, les archers de lune qui se sont fait découper par les deux châteaux, parce que forcément, elles sont passées au milieu. Je crois qu'après, ça abandonne. Après ça, voilà. Victoire des filles en phase de qualification Q3, donc elles se qualifient pour le winner bracket. Et du coup, l'équipe 5 qui va directement en quatrième phase de qualification. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve du coup mercredi prochain pour la quatrième phase de qualification qui sera la dernière. Et après, on pourra enchaîner sur le match de la 5e place. Et après le winner bracket. Voilà.